Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Longtemps considérés comme de simples occupants sans mot à dire, les locataires en copropriété pourraient-ils voir leur position évoluer peu à peu ? Changement dans le fonctionnement de la société, évolution dans les aspirations de chacun à mieux vivre ensemble la copropriété, besoin croissant des syndics de pouvoir s'appuyer sur eux, notamment lorsque le propriétaire le souhaite ou parce que les propriétaires bailleurs non occupants ne sont pas suffisamment investis. Pour nous éclairer sur cette question, j'ai invité David Rodriguez, spécialiste de la copropriété et juriste bien connu de la CLCV. La CLCV, qui, je le rappelle, est une association agréée de défense des consommateurs. Bonjour David Rodriguez. Bonjour Anne-Sandrine. On va commencer par un jeu de questions-réponses. Alors je dis tout de suite, ça n'est pas si courant que cela ici. Donc, si vous tapez dans Google les mots-clés locataire et copropriété, d'après vous, quelle réponse obtient-on ? Alors je dois avouer que j'en ai aucune idée. J'aurais dit spontanément, je ne sais pas, bailleur ou relation locataire-bailleur, ce genre de choses. Oui, en fait, on n'est pas très loin sur le mot relation. C'est presque dommage d'ailleurs. Mais voilà, on obtient les résultats suivants. On parle de nuisance, on parle d'incivilité du locataire. On évoque aussi les charges de copropriété. Donc finalement, on est dans un registre peu valorisant pour le locataire. Alors, pas du tout valorisant. Oui. Effectivement, on a toujours un peu ce schéma en copropriété où tout ce qui va mal, c'est de la faute du locataire. Oui, Voilà, c'est très c'est schématique. un biais. C'est un biais cognitif Oui. assez impressionnant. D'autant plus que là, dans votre charte, ce qui était intéressant, c'est qu'on voyait charges. Oui. C'est le bailleur qui paye les charges. Alors, certes, il y a des charges locatives, mais l'obligation de paiement des charges incombe au copropriétaire. Donc voilà, donc c'est lui qui peut être le cas échéant responsable. Donc c'est vrai que c'est un biais qui est assez intéressant à voir, d'autant plus que dans la réalité, on voit très bien que c'est un problème comportemental de manière générale qui n'est pas lié forcément au statut d'occupation. On part du principe que les locataires, sous prétexte qu'ils sont chez eux mais n'ont pas d'intérêt patrimonial, sont donc peu attentifs à l'entretien, on va dire, au bien commun. Ça, c'est faux, c'est vraiment certainement pas généralisé. Tout simplement que nous, on voit des cas dans des situations dans les petites copropriétés où pour faire des économies d'échelle et d'ensemble, vous avez chaque occupant va nettoyer son propre palier, que ce soit des copropriétaires ou des locataires. Donc vous avez des locataires qui participent à l'entretien. Mais oui. des biens. Donc c'est vrai qu'il faut sortir un peu, je dirais, de ce biais qui consiste à dire que de façon propriétaire, locataires n'ont pas du tout d'atomes crochus et n'ont aucun point commun. Au contraire, ils ont des objectifs communs, à savoir de toute façon, il faut que la copropriété soit gérée, elle soit bien entretenue, il faut que les charges soient contenues au plus possible. Il faudrait enterrer cette image d'Épinal d'une guerre froide en fait entre locataires et propriétaires. Oui, non, c'est vrai qu'on est vraiment un peu sur une guerre froide, mais heureusement, c'est loin d'être systématiquement le cas. On a des bailleurs qui, dans la très grande majorité des cas, ont de très bonnes relations de façon avec leurs locataires. Je voyais il y a quelque temps un bailleur qui venait tout penaud en train de me dire mais moi je comprends pas, j'habite loin, je ne peux pas aller au conseil syndical, je voudrais y aller, est-ce que je peux mandater mon locataire ? Non, il ne peut pas. Oui. Donc on a des bonnes relations de façon entre locataires et bailleurs, on ne leur demande pas d'aller manger chez l'un et les autres tous les week-ends, mais des relations qui sont tout sauf conflictuelles et chacun veille effectivement au bon entretien des lieux. Alors on va parler tout à l'heure de l'état du droit actuel, je crois que ce sera vite fait, mais bon, on en parlera quand même. Est-ce que vous pourriez me dire pourquoi ce sujet de la place du locataire en copropriété vous tient à cœur ? En fait, quelles sont vos convictions et puis elles se basent sur quels arguments ? En fait, les convictions, c'est on a en moyenne, un peu aux alentours de la moitié des occupants en copropriété sont des locataires. Donc, si on considère que ce sont des tiers à la copropriété, donc on fait comme si on avait la moitié de la population qui n'existait pas en copropriété. Ensuite, le locataire, lui, bénéficie des services de l'immeuble. Il vit dans l'immeuble. Il paye près plus des 3/4 des charges, donc il a un intérêt évident que la copropriété soit bien gérée. Si les assemblées générales étaient systématiquement, je dirais, bien représentés, avec des débats intéressants, si on ne peinait pas à trouver des conseillers syndicaux, si tout se passait bien, effectivement, la place du locataire en copropriété peut-être ne se poserait pas en termes de questions. Là, il s'avère qu'on le voit avec les réformes successives sur les règles de majorité, où il y a de toute façon une désaffection de plus en plus importante aux assemblées générales. Je veux dire, les abaissements de seuil le montrent, les passerelles de majorité le montrent bien, de sorte qu'on ne peut plus dire que le titre de propriété constitue en soi une présomption, je dirais, quasiment irréfragable
d'intérêt à la propriété et à l'entretien commun. Pardon. Et ça, on le voit bien. Vous avez pléthore de copropriétaires qui, par exemple, sont dans des cadres purement d'investissement, ne vont jamais aux assemblées générales ou votent contre la plupart des travaux parce qu'ils sont tout simplement sur un objectif de rentabilité. Donc, cela entraîne une sorte de déshérence, en quelque sorte, des copropriétés et elles ne sont plus gérées. Et ce qui nous avait... le point sur lequel on avait commencé à s'intéresser sur le sujet, c'était notamment les copropriétés en investissement locatif. Quand vous avez une assemblée générale ou plutôt une assemblée générale mais complètement désertée, vous avez le syndic qui dresse un procès verbal de carence, qu'est-ce qu'on en déduit? Vous n'avez pas de conseil syndical et vous avez donc des locataires qui peuvent difficilement être organisés parce qu'ils ont une multitude de bailleurs différents et qui finalement n'ont aucune réponse à leurs questions, ils n'ont aucune réponse sur les charges, aucune transparence, ils n'ont pas d'accès aux pièces justificatives des charges et ils n'ont pas d'interlocuteur en quelque sorte parce que les conseils syndicaux ne les connaissent pas. Donc c'était cette problématique entre d'une part le manque de transparence vis-à-vis des locataires et puis comment est-ce qu'on peut améliorer la situation et la gestion. Oui, alors maintenant la question c'est de savoir de parler du quantum en fait de la mesure. On passe de rien, on ne peut pas passer non plus à tout. Alors après, non mais tout est faux, on ne peut pas passer de rien à tout. Après tout dépend ce que l'on propose, ce que l'on préconise. Le but du jeu de toute façon c'est que vous avez le droit de vote, par exemple, en copropriété, qui est intrinsèquement lié, de toute façon, au droit de propriété lui-même. Il ne s'agit pas de déshabiller Paul pour habiller Pierre, inversement. Je veux dire, vous avez des droits constitutionnels de toute façon. Le droit de propriété, il est immuable. C'est juste qu'il faut laisser la possibilité aux copropriétaires, de manière générale, de choisir leur modalité de gestion. Que l'on permette à un bailleur, par exemple, de mandater son locataire pour qu'il le représente au conseil syndical. À l'heure actuelle, il peut déjà le mandater pour qu'il le représente à l'Assemblée générale, mais qu'il puisse le représenter également au conseil syndical. Si l'Assemblée générale refuse, elle refuse, mais au moins on lui aura posé la question. Là, en l'état actuel, on ne peut pas du tout lui poser la question. Donc c'est ça cette problématique. Il ne s'agit pas d'imposer, de dire finalement vous allez être géré par un locataire. Non, pas du tout. Il ne s'agit pas de conférer un droit de vote au locataire. Non, parce que de toute façon, c'est lié aux copropriétaires. Mais il faut leur permettre en quelque sorte aux copropriétaires de choisir leur modalité de gestion. Donc oui, je voudrais que mon locataire me représente au conseil syndical, c'est quelque chose qui peut se concevoir. Vous avez un mandat du propriétaire bailleur, donc ça veut dire qu'il y a déjà un lien de confiance qui existe entre le locataire et lui, et vous avez l'approbation, quelque sorte, de l'Assemblée générale qui se dit, oui, de toute façon, nous, on n'a pas forcément le temps de trouver des conseillers syndicaux qui ont envie de s'impliquer ou il n'y en a plus suffisamment, donc ça permettrait effectivement d'avoir du sang neuf et donc d'avoir un conseil syndical peut-être plus réactif. Et oui, et on voit bien en vous écoutant qu'il y a aussi un sujet, c'est que la copropriété, ça n'est pas que du droit. C'est aussi et surtout des hommes et des femmes. Donc, si les gens s'entendent, pourquoi les empêcher ? Non, mais tout à fait, tout à fait. C'est ce que je disais. La problématique, ce n'est pas un éventuel refus de l'Assemblée générale. La problématique, c'est l'impossibilité de lui poser la question. Si les personnes s'entendent, effectivement, pourquoi leur empêcher ? C'est un peu le sujet que l'on avait avec, sur un tout autre point, les petites copropriétés. L'ordonnance de 2019 a créé un régime spécifique pour les petites copropriétés. Il n'empêche que souvent, ils étaient sur un régime, on va dire... totalement hors sol d'un point de vue juridique, c'était un peu à la bonne franquette. Tout se passait bien, c'est une la palissade. Quand tout va bien, il n'y a pas de problème. Il suffit qu'il y ait un déménagement, un nouveau propriétaire qui soit un petit peu plus rigoureux ou et qui se dit mais c'est quoi ces dépenses ? Et finalement, on remettait en cause tout le processus qui avait eu lieu avant, qui était totalement informel. La réforme a permis effectivement de mettre en place un certain assouplissement dans le fonctionnement des petites copropriétés. Donc c'est un peu le même principe, quand tout va bien, pourquoi pas, sauf que là, je me répète, il faut modifier effectivement le cadre du droit et agrandir notamment la portée du mandat. En fait. Alors justement, on va parler de droit. Bon, l'état du droit actuel, il est plutôt inexistant, on va dire, mais est-ce que la jurisprudence, est-ce que les juges commencent à regarder les choses un peu différemment, ou est-ce qu'il y a eu des frémissements de ce côté-là ? Alors, les juges ou des incompréhensions Les juges non, parce que de toute façon, ils sont coincés, si je puis dire, par rapport à la lettre, à la lettre et au texte lui-même. Mais c'est vrai que se posent des questions sur, de manière plus générale, la place du tiers. Et un exemple très simple, c'est la possibilité pour un copropriétaire de mandater un tiers en assemblée générale. Donc ça, effectivement, c'est tout à fait possible à quelques exceptions près, un projet syndic par exemple. Mais à cette occasion-là, on s'interrogeait, est-ce que ce tiers-là, mandataire, peut être par exemple président de séance ? Ce qui est très important, parce que si vous n'avez pas de président de séance, vous ne pouvez pas voter et les résolutions, de toute façon, peuvent être annulées. Sauf qu'après quelques divergences jurisprudentielles, effectivement, la Cour de cassation nous a dit non, le mandat ne peut pas aller au-delà du vote.
De fait, ça induit en quelque sorte un quorum dans le fonctionnement des assemblées générales, parce qu'on a souvent tendance à dire qu'il n'y a pas de quorum, peu importe le nombre de participants, l'assemblée générale se tient valablement, sauf que si vous arrivez à une assemblée avec, d'autant que là il y a le vote par correspondance par exemple qui se met en place, vous êtes en assemblée générale avec que des mandataires, tous tiers à la copropriété, votre assemblée générale, vous ne pouvez pas la tenir. Donc c'est vrai que la notion, au-delà de la notion du locataire, c'est la place du mandat et de ce tiers, jusqu'où est-ce que je peux aller. Il faut toujours partir du principe qu'effectivement l'Assemblée générale est souveraine. Moi, en tant que copropriétaire, je peux délivrer un mandat à qui je le souhaite et libre à l'Assemblée générale après de statuer sur ces questions-là. Alors, on a quand même des petits frémissements en quelque sorte un peu sur la doctrine. On a le rapport du Sénat d'Amel Gacquerre notamment sur la paupérisation, suite à la commission d'enquête, sur la paupérisation des copropriétés, qui indique quand même qu'il faut y avoir une réflexion, il faut mettre en place une réflexion sur l'inclusion des locataires dans la gestion. Elle reprend également une de nos idées qui est l'extension du Conseil des résidents. Le Conseil des résidents, c'est un organe qui existe surtout dans exclusivement même dans les résidences-services et qui est composé, comme son nom l'indique, de l'ensemble des résidents, donc les personnes qui ont leur résidence principale dans l'immeuble, quel que soit leur statut d'occupation. Donc c'est-à-dire que ce sont certes des locataires, mais également des copropriétaires. Donc ce Conseil des résidents a pouvoir purement consultatif, mais il donne son avis sur les éléments d'équipement, sur les services proposés, puisque je rappelle, on est dans le cadre de résidence-service, et il donne son avis effectivement au conseil syndical ou à l'assemblée générale. Donc l'une de nos propositions, par exemple, c'est effectivement de généraliser ce conseil des résidents, avec notamment la possibilité pour des occupants d'en demander la création, je pense notamment aux copropriétés en investissement locatif, qui permettrait à l'ensemble des occupants de l'immeuble d'avoir un organe d'expression. Mais alors, est-ce que ça ne serait pas gênant d'avoir une double chambre? Alors, je m'explique. Un peu comme avant la Révolution française, finalement. Une chambre de consultation, et puis ensuite l'Assemblée générale souveraine qui prend les décisions et qui, dans certains cas, pourrait trouver très utile d'avoir l'avis du Conseil des résidents, et puis dans d'autres cas, n'en ferait absolument pas fi. En même temps, ça évite les problématiques de, par exemple, la participation, la présence des locataires ou des tiers aux assemblées générales. Ça leur donne la possibilité de s'exprimer dans un organe qui est spécifiquement dédié à cet effet. Généralement, sur la place des tiers, quels qu'ils soient, en assemblée générale, on dit que s'il n'y a pas d'opposition des copropriétaires, ils peuvent y assister à condition d'être taisant, de ne pas prendre part au vote, ce qui est logique. Là, c'est par définition un lieu d'échange et d'expression. Après, il ne faut pas oublier non plus que parfois les copropriétaires s'entendent bien, parfois ils ne s'entendent pas bien du tout. Et donc, ça crée aussi une caisse de résonance, un autre organe d'expression qui est pour le coup peut-être plus libre que l'Assemblée générale. Et quand on parle de conseil des résidents, je le répète, on parle également de copropriétaires qui potentiellement pourraient ne pas aller en Assemblée générale, mais voudraient s'exprimer sur certains points qui sont à l'ordre du jour. Donc voilà, ça permet également de fluidifier le dialogue selon nous. C'est intéressant finalement ce besoin croissant de pragmatisme au sein de la copropriété, avec ce droit qui n'est pas encore tout à fait capable de répondre à cela. Mais il faut, de toute façon, en copropriété, il ne faut pas être dogmatique, il faut être pragmatique. On a été l'une des premières associations à demander à ce que, alors je sors complètement la place des locataires, à ce que les descendants des copropriétaires puissent être au conseil syndical. Pourquoi ? Parce que dans les copropriétés allophones, c'est très compliqué effectivement d'assurer la gestion de la copropriété, et les enfants, bien sûr majeurs, sont scolarisés, maîtrisent le français et donc sont à même d'être des interlocuteurs efficaces vis-à-vis du syndic. On a été les premiers, et pourtant il y avait des oppositions de principe parce qu'on partait du postulat que non, c'est le droit de propriété, et les enfants ne sont pas titulaires de ce droit de propriété, alors même que ce n'est pas forcément cohérent pour une raison très simple, c'est qu'on permet au conjoint d'être membre du conseil syndical, alors même que le conjoint, le propriétaire, serait propriétaire en propre. Oui, mais ça c'est un autre débat. C'est un autre débat, ça encore. Non, mais tout à fait. Mais comme quoi, voilà, il y a vraiment un obstacle, on va dire un peu psychologique, sur le fait que quelqu'un qui n'aurait aucun intérêt patrimonial aurait-il une légitimité en quelque sorte à gérer ou à s'intéresser à la gestion. Donc là, c'est passé avec l'ordonnance du 30 octobre 2019 sur la possibilité pour ses descendants, auxquels on n'impose aucune condition de résidentialisation, ils peuvent tout à fait habiter ailleurs que dans la copropriété, d'être membre du conseil syndical. C'est un choix. Effectivement, je trouve que c'est une très bonne chose pour limiter la prévention, prévenir le plus possible les copropriétaires en difficulté. Et c'est vrai que ce pragmatisme, nous, on part du principe que c'est un peu l'esprit du rapport Braille de 2012, que je trouve qui est vraiment un document très très bien fait, que l'on a tendance à oublier parce qu'il a maintenant
plus de 10 ans, effectivement, c'est non pas la prévention des copropriétés en difficulté, mais la prévention des difficultés dans les copropriétés. Voilà, les mots ont un sens, c'est-à-dire qu'on veut prévenir le plus possible. Et pour ça, à notre sens, il faut améliorer le plus possible les modalités de gestion et conférer aux copropriétaires des possibilités, je veux dire, qui seront de toute façon après approuvées ou non par l'Assemblée générale. Le syndic bénévole à l'heure actuelle, on dit qu'il faut que ce soit un copropriétaire. Très bien, vous êtes bailleur, vous habitez à 150 km, vous pouvez être syndic bénévole. Votre petite fille, à qui vous avez remis le logement pour qu'elle fasse ses études, tout simplement pendant plusieurs années, ne pourra pas être syndic bénévole parce qu'effectivement, elle n'est pas copropriétaire. Là encore, il faut du pragmatisme. Qui d'autre que les personnes qui vivent dans l'immeuble, effectivement, sont les plus à même de procéder à sa gestion. Et oui, et ce sont aussi ces personnes-là qui se sentiront le plus impliquées le plus souvent de toute façon. J'ai une dernière question, puisque cette année, nous célébrons les 60 ans de la loi de 1965 qui fixe le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Plusieurs événements, plusieurs colloques ont déjà eu lieu. Pourquoi est-ce que la place du locataire en copropriété ne fait pas davantage l'objet de réflexion dans le cadre de ces colloques, selon vous ? Parce qu'on est toujours sur l'angle droit de propriété. Oui. Et effectivement, le copropriétaire, enfin plutôt le locataire, lui, ne dispose d'aucun droit en tant que tel. Et c'est vrai qu'il faut donc une ouverture. Alors, c'est vrai que les mentalités changent, mais on reste très basé sur le fonctionnement de la copropriété, le fonctionnement des organes de la copropriété. Mais c'est vrai que maintenant, si on fait des réformes, elles vont être sur un peu du toilettage, peut-être pour changer certains termes, peut-être pour renforcer peut-être certaines prérogatives, certains mécanismes. Je pense à la procédure accélérée au fond. Enfin, on peut toujours améliorer les dispositifs, procéder à la codification. Voilà, la loi de 65, ce qui est un vrai serpent de mer. Oui. L'exposé des motifs, d'ailleurs, de la loi de 65, donc déjà, je vous parle d'il y a 60 ans, on parlait à cette époque déjà de la codification de la loi. Et il y avait pourtant que 2 textes, la loi de 65 et le décret de 67. Maintenant, on a une multitude de textes. Mais je ferme la parenthèse. Cela me paraît, comme je disais, c'est pour moi, c'est davantage un obstacle effectivement psychologique, dans la mesure où, puisqu'il n'y a pas de droit de propriété, donc on ne présuppose pas un intérêt à intervenir sur le sujet, et par conséquent, on ne va pas créer de mécanismes autour. Et là, les différents congrès, différentes manifestations vont porter sur l'évolution, effectivement, de la 65, mais pas forcément sur comment intégrer davantage une dimension sociologique que juridique, en fin de compte, l'ensemble des composantes des immeubles et des copropriétés en tant que telles. Et oui, nous sommes restés dans la cuisine juridique, pardon pour le mot, cette réflexion sur la structure de la loi, sur les définitions, le fonctionnement des organes. Mais finalement, on ne met pas en lien ce texte avec les évolutions de la société. Mais tout à fait. C'est ce que je reprochais à l'ordonnance de 2019, qui était une ordonnance très technique. Mais à l'époque, j'indiquais, on aurait pu publier le même texte 5 ans ou 10 ans avant. Ça n'aurait pas changé d'un iota. Il n'y a aucune modernisation sociologique du texte, alors même que dans le législateur sur la loi Elan, le but de l'ordonnance, c'était de moderniser effectivement le fonctionnement de la copropriété. Alors, vous êtes un modernisateur, vous ? Alors, je ne sais pas, mais je suis pragmatique. Merci beaucoup, David Rodriguez, d'avoir accepté mon invitation. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Merci, Anne-Sandrine. Et puis, quant à vous qui nous écoutez, j'espère que ce podcast vous a plu et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.